Merci d'être aussi nombreux. Je ne tiens pas compte des sièges vides, évidemment. Hein. Alors j'ai l'impression qu'ils sont tous pleins. Je vais aborder un sujet pour la première fois. Donc c'est un peu à l'occasion de ce festival et de mon ami Stéphane que j'ai décidé d'aborder un sujet tabou, puisqu'il s'agit de sujets qui sont actuellement encore, pour certains, qui font l'objet d'un secret défense. Donc j'irai pas jusqu'au bout de mon exposé. Mon propos aujourd'hui, plutôt que de rester dans les bleuettes de la parapsychologie gentillette, c'est de dire soyons réalistes, mes amis. Soyons conscients que la parapsychologie, il y a belle lurette, que c'est utilisé par les militaires et les politiques. Et que je suis témoin et acteur de cette politique de l'utilisation à des fins pas toujours très sympathiques de ce que peut être l'utilité donc de la parapsychologie. Alors, je brise un petit peu un tabou en vous parlant de certaines expériences et de mon parcours auquel je suis bien amené à faire référence. Vous savez, être sujet psy, c'est qui un sujet psy? C'est un sujet qui présente des facultés paranormales. Et on peut penser qu'au fond, le parcours de vie sera assez sympathique. Non. J'ai été manipulé toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été manipulé. Déjà, j'ai reçu la foudre à l'âge de 7 ans. Bon, c'était le premier coup de foudre, mais enfin, ceci ne vous regarde pas, bien sûr. Mais à l'âge de 7 ans, ce premier coup de foudre a fait que ma vie va changer complètement. Ma vie va changer parce que je faisais de la télépathie sauvage sans savoir que c'était de la télépathie. Ce qui m'a causé des problèmes auprès de mon instituteur, auprès de mes petits camarades à l'école, lors de jeux que je gagnais de façon insolente, donc martyrisé par l'instituteur, etc. Enfin bref, j'ai eu un parcours que vous lirez dans cette autobiographie. Là, le but n'est pas de s'étendre dessus, mais c'est vous dire un peu l'origine des choses. Donc j'ai fait taire ces phénomènes parce que je me suis rendu compte que, vous savez, je suis né en 1942. Vous voyez, je suis encore un jeune homme, prépubère. Et donc, à cette époque-là, on ne savait pas trop ce qu'était la parapsychologie, on ne savait même pas le terme. Donc, intuitivement, pour me sauvegarder, j'ai cessé de pratiquer ces phénomènes. Et puis, je bosse en usine parce que j'ai un certificat d'études obtenu péniblement. Et l'histoire va montrer qu'après, j'ai un niveau scientifique assez remarquable, enfin c'est ce qu'on dit, parce qu'à l'âge de 17 ans, me baladant dans les rues de cette bonne ville de Tours, qui avait encore les séquelles des bombardements alliés, je m'arrête devant un bouquiniste qui avait dans son bac un précis d'histopathologie humaine chez Malouane Éditeur. Moi, je pensais que c'était un livre d'histoire. La sémantique médicale m'était totalement inconnue. J'extirpe cet ouvrage, je le feuillette négligemment, page par page, puis bon, c'est des coupes de tissu, il y a des personnes qui ont quelques connaissances en médecine ou en biologie, c'est pas vraiment terrible, ça fait penser des tableaux abstraits. Donc je referme l'ouvrage et je vais m'assoupir donc dans un petit parc voisin. Et alors là, dans un sommeil éveillé, dans ce sommeil paradoxal ou rêve éveillé, je n'en sais fiche rien, je revois les pages de cet ouvrage qui défile calmement à telle enseigne que je peux lire le texte. Vous m'entendez bien? Mais encore une fois, je connaissais pas la signification de ces pages. Donc, vraiment, je me surprends à bondir vers si je puis dire, vers ce bouquiniste, pour dire, j'espère qu'il a encore cet ouvrage. Vous parlez, c'est pas un prix Goncourt, hein, un samedi après-midi, un précis de pathologie. Évidemment, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé et j'ai retrouvé ces pages. Alors, je l'ai acquis et dans ma petite chambrette, le soir, j'ai essayé de recommencer l'expérience.
Ben évidemment, je n'y suis pas parvenu. Parce que j'y mettais, ce que j'ai appris donc par la suite, il ne faut pas mettre la volonté pour produire des phénomènes paranormaux. Il faut être vraiment dans un état de désir, d'abord d'évidence que c'est possible pour les reproduire. Et après, moult jours dont je vous passe un peu les détails, un jour de guerre là, j'ai dit bon, j'arrête. Et j'ai fait une dernière tentative. Donc je fais ce qu'on appelle un lâcher-prise. Et là, j'ai pu reproduire cette mémoire qu'on appelle une mémoire édétique. Voilà. Vous lirez sur Wikipédia ce qu'est la mémoire édétique. C'est une mémoire soit photographique, soit auditive. En l'occurrence, moi, j'ai une mémoire visuelle assez peu commune. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mis en exergue cette mémoire dans la revue Veillée des Chaumières ou Ciné-Club, je ne sais pas quoi. C'est des bouquins de médecine, de physique, etc., etc. Et je me suis trouvé, après 1 an et demi, avec un bagage extraordinaire. Et ce bagage extraordinaire a été validé, si je puis dire, par le parcours qui va suivre de ma vie, où ça a complètement changé. J'en avais marre de bosser en usine, donc je suis fichu le camp à l'armée. À l'armée, il s'est passé des choses étonnantes. J'étais dans les missiles. Et j'ai trouvé que les missiles... donc je suis un vilain qui a travaillé dans l'armement, puisque j'ai terminé officier d'armement, et qui a créé des innovations dans le domaine de l'armement. Alors je me suis racheté, puisque quelques années plus tard, dans l'industrie médico-scientifique voilà, hospitalière, j'ai créé des molécules nouvelles pour sauver les gens. Vous me direz, ça fait peut-être l'équilibre, je n'en sais trop rien. Mais vous savez, l'important dans la vie, c'est quand même d'évoluer. Donc j'ai cette carrière militaire avec des produits défense innovants, notamment sur les transferts thermiques dans les sous-marins nucléaires, sur des alimentations particulières, etc., sur des armes aussi. Bon, on va épiloguer sur ce passage. Donc je suis resté toujours inféodé par la défense nationale, compte tenu des secrets que comportaient ces produits en matière de défense. Voilà. Et puis, je décide de quitter la défense, alors que j'avais des primes surtout, pas un salaire royal, mais des primes royales, et je vais vers l'industrie médico-pharmaceutique, où là, pareil, très rapidement, je monte, je vous passe l'étage, je monte en grade, si on peut dire, et je suis assistant de direction, et je monte, évidemment, comme vice-président et de laboratoire. Alors, là, j'ai créé des produits, effectivement. J'ai une carrière assez longue, où j'ai mis en expérimentation à l'hôpital des molécules. On en parlait avec mon ami Roger Petit, qui est médecin homéopathe, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de venir d'à côté assister à ma conférence. Coucou, Roger. Et puis, entre-temps, il va se passer des choses. Parce que j'ai découvert que j'avais des capacités, que je commençais de nouveau à réveiller en moi. J'ai toujours la certitude que je pouvais déplacer des objets, que je pouvais faire ci, faire là. Mais au fond, une certitude benoîte, un peu naïve. Et j'y parvenais, mais seul. Et seulement à 34 ans, j'ai pu dire que, et puis surtout faire, d'exprimer ces phénomènes devant d'autres. Je vais vous passer un extrait. Alors vous avez le droit de rire, puisque c'est un rire qui va être pas contre moi, mais un petit rire complice. Je pourrais vous passer des extraits de l'agence CAPA, c'est intéressant comme document pour... Et là, c'est un document pour Canal, et là, ils ont fait un portrait du personnage, un petit peu sympathique. C'est un film qui date de 3 ans. Mais ça fait rien, parce qu'il faut une synthèse que j'aurais dû faire au lieu d'avoir le bavardage que je viens de tenir envers vous. Alors, c'est parti. C'est un extrait d'un film de Canal. La matière peut être soit véhicule d'existence, soit modifiée, tordue, etc. On a rencontré quelqu'un qui est très peu connu en France, qui s'appelle Jean-Pierre Girard, qui est un scientifique, ancien militaire, un personnage d'une 60aine d'années, incroyable personnage, qui est étudié par les services secrets du monde entier, notamment la CIA, qui est étudié par les scientifiques du monde entier, notamment les plus grands laboratoires scientifiques, qui l'ont étudié, et ce depuis une trentaine d'années, parce que c'est l'un des rares sujets de cible. En fait, en clair, ce type a eu la foudre d'une étude quand il avait 7 ans, et depuis, il est doté de pouvoirs paranormaux,
notamment celui de modifier la structure de la matière, juste avec la force de l'esprit. Il tente par exemple des barres de fer. Alors, avant de le rencontrer, on avait voulu faire le portrait de cet homme, de ce Français étonnant, au pouvoir apparemment incroyable, peu connu en France, mais bien connu au monde entier. Regardez. Jean-Pierre Girard. Né en 1942, celui qui fascine depuis plus de 30 ans les scientifiques du monde entier, peut-être le dernier approfondisseur des temps modernes. Mytho ou super-héros, à vous choisir. Au commencement, Jean-Pierre Girard est pupille de la nation. Il grandit dans une étable et à 7 ans, logique, il est frappé par la foudre. Le monde survit et se réveille avec d'étranges pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Il finit les phrases de ses professeurs, devine des choses avant qu'elles n'arrivent. En résumé, Jean-Pierre Girard est une sorte de télépathe sauvage. Le certificat d'études en poche, à son seul diplôme, il entre dans l'armée à 18 ans. Pilote de char émérite, il devient une sorte de tireur d'élite. Sa hiérarchie apprécie, il monte en grade et normal quand on s'appelle Jean-Pierre Girard, se retrouve à customiser et vendre des missiles français au cas qu'on... Oui, alors je suis un vilain qui a participé à des ventes d'armes. Voilà. Il y a d'autres auteurs qu'on connaît, qui ont été publiés aussi dans le temps, qui étaient aussi des... Mais c'est pas pour me justifier d'ailleurs, c'est comme cela. Je pensais être du bon côté, voilà, où je travaille pour ma patrie, tu parles Charles, et que je vends des choses, voilà, c'est contre le vilain bloc de l'Est. Oui, oui, enfin bref. Ben, heureusement, encore une fois, j'ai évolué. Voilà. Il passe sans problème de l'armée à l'industrie pharmaceutique. Alors, lorsque j'ai commencé à faire des expériences, parce que je pensais que pouvoir faire des expériences devant des amis, devant le tout Paris, puisque j'ai fait des expériences devant des gens du showbiz, des hommes politiques, etc. Je commence à maîtriser ces phénomènes. Je croise un journaliste que certains connaissent, qui s'appelle François de Closet, qui me dit « Jean-Pierre, il y a des scientifiques qui aimeraient travailler avec toi, mais tu fais un petit peu le charlot dans les salons parisiens, et évidemment, ça ne donnerait pas de la crédibilité s'ils t'observent. » Alors j'ai arrêté, stoppé, c'est dommage, parce que bon, notre nombril est flatté, c'est très agréable, des repas somptuaires, des vins de qualité, bon, stop. Et là, dans la rigueur des labos, là, je peux vous dire que c'est pas des labos, c'est des laboratoires publics de l'État. Alors, c'est moins comique, et je l'ai fait de façon, bien sûr, bénévole, parce que l'État français n'est pas toujours généreux, contrairement à ce que plus tard la CIA m'a payé. Mais bon, voilà. Mais l'avantage, c'est que ces expériences faites dans un milieu d'une rigueur absolue, avec fouille avant d'entrer dans le laboratoire, là, vous voyez une expérience qui a été faite au Centre d'études nucléaires de Grenoble, ici. Et là, j'ai été isolé dans une pièce 24 heures avant, changé de vêtements, etc. Il faut pas avoir trop de prévention et de pudeur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Parce que les scientifiques qui travaillaient, qui m'observaient, c'était vraiment ce sont des gens qui mettaient pas seulement en jeu leur réputation, mais c'était le budget de l'État, le budget de recherche de l'État. C'est pas un budget qui allait à moi dans ma bourse, mais pour la préparation des expériences. Et là, en l'occurrence, au Centre d'études nucléaires de Grenoble, nous avons ce qu'on appelle, s'il y a certains physiciens ici, ce qu'on appelle un pendule de torsion. Ça analyse les contraintes internes et externes des matériaux. Et vous avez des plots ici qui chacun pèsent 2 tonnes ici. Alors, ce pendule, ça s'appelle un pendule, il y a un mouvement comme un échappatoire, je crois que ça s'appelle dans les horloges. Et j'ai arrêté ce dispositif. C'est-à-dire, je l'ai ralenti d'abord et je l'ai stoppé. Ensuite, je l'ai remis en marche et j'ai accéléré son mouvement. C'est-à-dire, j'ai vaincu l'inertie énorme de plusieurs tonnes. Simplement, vous avez vu, j'ai la taille sarkozienne un peu. Donc, on m'a juché sur un tabouret pour pouvoir faire l'expérience. Expérience qui a été faite en présence de 3 magiciens experts. Le président de l'ordre des magiciens, le docteur Prost, Gautron, professeur à Polytechnique et enseignant l'illusionnisme à la FAP, à l'agence française, je sais pas des artistes prestigitateurs, et un illusionniste aussi, Charat, représentant l'ordre des illusionnistes. Alors, vous voyez le contexte. Alors, ce qui, moi, me fait beaucoup de peine. Je dis toujours, j'aimerais trouver des successeurs pour continuer ces travaux.
Mais il faut vraiment quelqu'un de très masochiste, ce que je suis, sans nul doute. Parce que accepter cela, accepter ces contraintes, où au fond, on se méfie toujours de vous. Attendez, ça a duré des années, ces expériences dans divers laboratoires. Je me suis plié à ces contraintes parce qu'au-delà de moi, Jean-Pierre, j'ai dit, il faut que la parapsychologie puisse gagner quelques lettres de noblesse. Ça va pas être facile, mais ce combat, je vais le mener quand même. Mais j'ai eu plus d'épreuves dans ce domaine que de joie. Les joies que j'ai eues, c'est l'amour que me a donné, mais pas la parapsychologie ou autre. Vraiment non. Alors j'ai réussi ce tour de force. Et à un moment donné, il y a un des physiciens qui dit « Oh ben écoutez, on va peut-être débrancher carrément le pendule. » Vous imaginez la suite. J'ai remis sans énergie électrique le pendule de torsion en route. Tout. Mais à l'époque, j'étais déjà, bon, vous l'avez vu, je ne suis pas d'une netteté absolue, mais j'étais quand même, voilà. Alors, je faisais des phénomènes comme on respire, quoi, c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça, j'apprends ça en stage, pourquoi, si vous êtes sur mon site girard.fr, vous verrez dans les stages des jeunes, des gamins de 6 ans, des adultes, 60 ans, etc., qui font des phénomènes paranormaux. C'est unique au monde. Pourquoi? Parce que c'est l'état mental qui procède à ces phénomènes qui est important. Où j'explique qu'on peut avoir le droit à l'échec. Alors il lui dit, il est marrant Girard, droit à l'échec? C'est pas très motivant ça, si. Ça libère l'inconscient. Ben, j'ai le droit à l'échec. Là, je ne vous passerai pas une séquence de l'animateur, parce que je crois que je l'ai passé la dernière fois, et qui dit « j'y crois pas, ces phénomènes et tout ça ». Il prend la barre et tout, etc. Puis il dit « tu crois que je vais réussir ?» C'est-à-dire qu'il donne le droit à l'échec. Il libère son mental. Et il va courber la barre, lui, devant la caméra. C'est un très beau document. Bon. Donc, j'ai réussi des expériences absolument étonnantes parce que je n'étais pas impliqué. C'était un jeu pour moi. Je l'ai pris comme un jeu. Malgré les contrôles illusionnistes, les fouilles, etc., les trucs, voilà. Je me suis désincarné en quelque sorte pour faire ces expériences. Vous savez, quand à un moment donné, j'arrive dans le labo, un laboratoire de métallurgie de l'État français, Péchinet, Eugène Kuhlmann à l'époque, et puis un des scientifiques me dit « Oh, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez durcir un alliage ?» Les alliages, déjà, c'était des alliages pour les fusées, pour Concorde, pour tout ça à l'époque. C'est quand même des alliages qui sont très résistants, qui ont un pouvoir élastique énorme, mais très résistant. Alors, c'est un challenge tellement impossible que moi, je dis, dans un tube scellé, avec des défauts microscopiques, pour être sûr que quand on va retirer la barre du tube, on est sûr que c'est la bonne. J'ai durci des matériaux. Et j'ai répété l'expérience avec un laboratoire anglais également, double blind, en double aveugle. Quand vous voyez ça, si vous raisonnez dans la possibilité ou non, qu'est-ce qu'on peut traduire? On peut traduire que les pouvoirs de l'homme sont illimités. C'est la conscience qu'il a de pouvoir les réaliser. Et à chaque fois que je me suis trop impliqué ou que ça ne marchait pas. Et des fois, c'est des expériences beaucoup plus mineures. Bon, il a continué. Oui, il est grave, mais c'est pas mal, hein. Si vous lui dépose quelques brevets en passant, continue dans son point de développer ses dons de télévision. Oui, des brevets de médicaments, c'est l'allusion qu'ils font, là, oui. Mais en 1974, sa vie change. Cette apparition de Guérin à la télévision, c'était vraiment pour moi la révélation. Sans préjuger s'il faisait vraiment des phénomènes ou pas. Pour moi, c'était un catharsis en quelque sorte, libératoire. Décomplexé, enfin libéré, Jean-Pierre Girard devient le sujet d'études favori des plus grands scientifiques de la planète. En 1977, c'est une star mondiale, l'homme qui tord l'acier avec son esprit, l'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA, un espion un peu particulier puisque dès les
télékinésiste et télépathe. Le pupille de la nation frappé par la foudre à l'âge de 7 ans est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire. Une énigme et un sujet d'étude infini pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Cette face-là de Jean-Pierre Gérard est peut-être la plus fascinante et la plus troublante du personnage. Oui, ça va être... Oui, oui. Il est tout neuf, je n'ai pas encore bien l'habitude de cet ordinateur. Je ne sais pas automobile. Ben, fermé, oui. Bon, c'est pas grave, quand il fera moins la tête, on s'en occupera, mais là il boude apparemment. Normalement, je vais réduire, je dois pouvoir réduire pour couper. Vous voyez, il faut rester de bonne humeur quand même. Voilà, on le rallumera après, on va retirer la clé, on la remettra, parce que j'ai horreur de ce genre d'incident. Mais vous me pardonnez volontiers, je le sais bien. Mais je ne voudrais pas en abuser non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais ces expériences en laboratoire, formidable. Bref, et un jour, je suis invité à Mexico City pour un congrès international au Maria Isabel Sheraton de Mexico. 1000 personnes dans le sous-sol donc, du Maria Isabel Sheraton. Un parcours intéressant, invité également par la présidente du Mexique, Madame Carmen López de Portillo. Enfin, un séjour abracadabrantesque, formidable, pyramide de la Lune, pyramide du Soleil, etc., etc. Et puis, Télévisa 2, enfin, bref, un séjour à 2000 mètres d'altitude, vous voyez, pour s'envoyer en l'air, c'est formidable. Et en fait, j'ai une journée de répit. Un soir, je sors du Maria Isabel, Sheraton, je remonte Paseo de la Reforma, tranquillement. Et à ce moment-là, il y a une berline, une Lincoln Continental, suicide d'or, là, vous savez, c'est une porte qui s'ouvre comme ça. Et là, il y a une vitre qui se baisse, avec un accent anglo-saxon, américain pour tout dire, Jean-Pierre Gérard. Alors moi, évidemment, je me suis reconnu, j'ai dit ça doit être de moi qu'il s'agit, donc oui, oui. Et à ce moment-là, les portières s'ouvrent rapidement, les trois portières côté chauffeur et les deux portières arrière s'ouvrent, et j'ai des gaillards un peu genre mormons, enfin des mecs beaux costumes et tout ça, assez grands, ils me saisissent par-dessus comme ça les épaules, ils me prennent sous les bras. Alors vous avez vu ma taille, hein, les jambes, et là je fais le cake, hein, mais j'ai pas fait le cake sur le moment, hein, je peux vous le dire. Alors on me glisse sur la banquette, sans brutalité, mais qu'on pourrait dire élégamment avec fermeté. Et là, cagoule sur la tête. Et on me balade pour éviter que j'ai tout point de repère. Alors vous savez, dans ces cas-là, la réflexion, vous avez le neurone qui est très agité. Et vous vous dites, pourquoi? Fortune, non, je n'étais pas fortuné. Je l'ai été parfois, mais j'ai tout dépensé rapidement, donc il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, non. Est-ce qu'on m'envoie soigner, puisque j'étais connu pour avoir fait quelques, disons, soins à des personnes que j'ai un petit peu aidé à survivre. Quelqu'un de la présidence, peut-être, par exemple. On connaît la complicité de l'État américain avec le Mexique, hein, c'est bon, peut-être. Je ne voyais pas trop vraiment qu'est-ce qu'on voulait de moi. Et bon, la berline s'arrête, effectivement, un portail s'ouvre, et alors on cherche toujours des points de repère quand on a une situation où sa vie peut être quand même un peu menacée. On cherche toujours des points de repère. Alors déjà, les cigarettes blondes dans l'habitacle climatisé, alors là, j'étais très mal. Mais là, ensuite, j'entends la grille qui s'ouvre, une grille lourde, et j'arrive à estimer, c'est des grilles lourdes, au moins 1 tonne 500, les grilles de 2 battants. Bref, on essaie de se dire... Enfin, on est un peu dans un état proche de l'Ohio. Non, ça c'est autre chose, c'est une chanson, ça. Ils me prennent toujours sous les bras, et puis mes pieds, bon, touchent quand même de temps en temps le sol, c'est du sable. Et apparemment, après, dans la démarche de l'escalier en montant,
j'ai mes pieds quand même qui touchent de temps en temps quand même les marches. Et j'ai dit, tiens, c'est un hôtel, ça doit être du 18e, parce que il y a le côté arrondi de la marche et le pas de la marche. Ça doit être un hôtel du 18e, donc ça doit être le quartier San Angel de Mexico. Effectivement, on monte à l'étage, ils ont la porte bien sûr, fauteuil de cuir à gauche, fauteuil de cuir à droite, mes cerbères s'asseyent, et en face de moi, un monsieur très jovial, qui était le patron du commando sans doute, vient vers moi, me tend la main. Je vais vous dire, ces cas-là, vous tendez la vôtre, parce que c'est quand même plutôt bon signe. Alors, Jean-Pierre, parce que c'est ça les Américains, Jean-Pierre, nous sommes un peu désolés de cette façon de procéder à votre endroit, mais, alors moi benoîtement, oui, mais si j'étais resté à l'hôtel, vous aviez un comité d'accueil aussi à l'hôtel, si éventuellement vous étiez resté. Alors, il commence déjà à me dire, vous savez, ça fait 2 ans qu'on vous suit. On sait tout de vous. Alors déjà, ça c'est une technique connue pour déstabiliser un interlocuteur. On me donne des détails de ma vie privée. Je ne sais pas si j'ai rougi à l'époque. Je ne sais pas si j'ai eu le luxe de rougir, mais j'aurais pu sans doute rougir. Ça, c'est pour vous diminuer de façon à ce que vous ne soyez pas enclin à raconter des conneries. C'est ça, attendez, c'est pas des... les gens qui vous accueillent, là, c'est quand même pas... bon, bref. Et donc, ils me disent, vous savez, ce qui nous a interpellés, au début, on s'est dit, tiens, c'est un illusionniste en mal de reconversion et tout. Mais quand on a vu qu'en France, pays rationnel, vous étiez uniquement dans les laboratoires de l'État français. Vous allez au Val-de-Grâce faire des expériences sur le vivant. Vous avez été dans des centres quand même qui sont discrets, puisque protégés par la défense nationale. Et donc on s'est dit, bon, ce que fait notre monsieur Girard est sérieux. Ok, premier épisode du dialogue. Enfin, du dialogue, c'est un monologue pour l'instant. Et puis, attention, nous nous sommes inquiétés, parce que nous savons, vous avez une carrière d'officier de l'armement, vous avez créé des innovations dans le domaine de la défense, vous avez participé à des marchés dans le cadre de l'OTAN de vente de missiles. Ce qui nous a surpris, c'est que vous voyez, quelque temps, apprendre l'aéroflotte, invité, et vous alliez à Moscou, puis le parcours ensuite que vous aviez, nous ne le savions pas, mais vous alliez en Union soviétique. Ça nous a paru très douteux, sachant que vous aviez des secrets défense avec vous. Et, on doit le dire, nous avions la mission un petit peu de limiter vos activités. Non, ça veut dire qu'on voulait vous descendre, hein. Je traduis là quand même, hein. De limiter vos activités de voyage en... Il ne faut pas que vous soyez non plus trop surpris par mon ton léger ou est-ce qu'il nous raconte des âneries et tout, etc. Nous avons les éléments matériels, factuels à montrer éventuellement, ce que je fais à des journalistes quand ils m'interviewent en pensant que je suis un peu mégalo, mytho, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est la réalité. Donc ils étaient chargés à un moment donné de me dessouder. C'est le langage qu'on utilise en général dans ces cas-là. Et puis on a compris que non. On a remonté, vous étiez invité par l'Académie des sciences, par le professeur Adriamkin et Spirkin de l'Académie des sciences, pour expérimenter dans les laboratoires de psychotronique, ça s'appelle comme ça en Union soviétique, avec d'autres sujets psy, simplement, et discuter de physique, parce que les savants soviétiques m'avaient croisé à des congrès de physique avancée, où il y avait des gens de l'Est, il y avait des Américains, il y avait des gens de tous horizons, et ils avaient été intéressés, pas seulement par mes théories, ne soyons pas non plus, mais ils étaient intéressés surtout parce que dans ces congrès, il y avait une réunion ensuite intimiste, où il y avait quelques scientifiques invités, et où je faisais des phénomènes paranormaux. Donc ça les a rendus enclins à m'inviter, et directement par l'Académie des sciences, donc j'ai eu une invitation, et donc dans l'année, le poste de responsabilité que j'avais dans mon laboratoire me permettait de me libérer, pas 1 mois, 2 mois ou 3 mois dans l'année, mais des périodes suffisamment longues
pour qu'on fasse une petite visite des laboratoires où je faisais des expérimentations à Gotti, à Novosibirsk, à Leningrad, à l'époque c'était Leningrad, à Moscou bien sûr. Enfin un petit parcours fléché comme ça, à Bakou aussi, j'ai fait des choses intéressantes. Bon. Donc ils ont compris qu'en fait, j'avais toutes les qualités pour faire un vilain négociant de mes brevets. Enfin, il n'y a pas de brevet en matière de défense, hein, parce que sinon, 18 mois après, les gens d'en face savent ce que vous avez déposé comme brevet. Hein. C'est une image que je prends. Donc les secrets défense, peut-être que je voulais les négocier. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était clair, c'était net, j'y ai jamais même pensé. Mais les Américains y ont pensé. Je pars dans la pièce à côté du salon où j'étais reçu, cordialement. Bon, il y a eu un moment quand même, c'était un peu... Et je rentre dans une pièce, il y avait des écrans qui étaient allumés, il y avait des matériaux, c'était obscur, avec les écrans qui pouvaient créer une lumière pas très violente. Et là, j'ai fait une série d'expériences, dont certaines, il ne m'appartient pas encore d'en parler, mais suffisamment pertinentes pour que les Américains soient enclins à souder une collaboration avec moi. Alors, une sorte d'influence à distance que je peux parler, hein, sur un sujet à 4000 km de distance, vraiment un Canadien, Paul, pour que s'il y avait vraiment un échange entre nous, qu'il puisse me comprendre. Voilà, c'est important, son expérience. Où j'ai modifié son comportement à distance, en le faisant choisir des objets qui étaient prédéfinis sur une table, et puis d'autres expériences qu'on passera sous silence, mais une expérience sur qu'on peut parler, j'ai modifié, enfin même modifié, rendu inopérant une pièce indispensable dans un missile, c'est ce qu'on appelle une plateforme inertielle gyroscopique. S'il y a des techniciens ici, comprendront ce que je veux dire. Ça permet de piloter un missile. Si vous avez cette pièce qui est cassée ou défectueuse, le missile se casse la figure. Eh bien, je me suis amusé sur un cruise missile. Cruise missile, c'est un missile, c'est un drone, mais à l'époque, c'était les premiers drones efficaces, puisqu'en 86, sur le palais présidentiel de Kadhafi, c'est un drone comme ça que nous avons envoyé sur le palais présidentiel, qui à 2 mètres près aurait tué Kadhafi, mais a tué, hélas, sa fille adoptive. Donc, quand vous travaillez sur un missile comme celui-là, ce que j'ai fait, j'ai brûlé la connectique, vous avez le missile qui s'écrase. Alors s'il y a une charge atomique, c'est délicat parce que vous l'avez au pied, la charge atomique. C'est vrai, c'est mesquin, je trouve. Bon, je plaisante. Donc après, je l'ai fait en charge réelle sur des missiles, etc. Mais là, c'était sur un milieu isolé. Donc sortant de cette expérience, et puis ce qui m'a fait dire que c'était la CIA sans carte de visite, il n'y avait pas besoin, c'est qu'ils m'ont dit, on a 1h30 devant nous, monsieur Girard, 1h30, non, Jean-Pierre, je répète, c'est en France qu'on dit monsieur. Jean-Pierre, on a 1h30. Nous sommes reliés par un satellite géostationnaire. Alors, quel État qui peut avoir mobilisé une fréquence et tout de diffusion sur un satellite géostationnaire pendant 1h30 pour faire l'expérience? Parce que la communication avec Paul vraiment le Canadien, c'était pas vraiment au téléphone ou par Skype, qui n'existait pas encore. Donc, par satellite, tout ça. Et donc, en même pas 1h30, j'ai réalisé des expériences absolument qui les ont un peu bouleversifiées. Donc, sortant de l'expérience, il me dit, Jean-Pierre, on vous invite à collaborer avec nous, et quand vous irez en Union soviétique maintenant, puisque vous avez une connaissance, on sait que vous avez une mémoire édétique en plus, si vous interrogez les scientifiques, si vous avez des documents que vous furetez, vous allez pouvoir nous ramener des renseignements sur l'armement soviétique. Pourquoi? Parce que tous les centres de parapsychologie, depuis 1974, depuis une décision de l'Académie des sciences, de l'URIA, étaient sous protection de l'armée rouge. Il n'y avait plus de centres privés, tout, etc. Il en avait marre, le président de l'Académie, de dire que nos scientifiques sont un peu bavards quand ils vont dans des congrès, tout ça, etc. Et donc maintenant, c'est sous protection. Toutes les expériences se feront sous protection de défense. Alors pour moi, c'était un tapis rouge. Évidemment, en Union soviétique, c'est normal. C'était un tapis rouge pour moi, parce que c'était des centres défense. Les scientifiques qui étaient dans ces centres, j'ai pas eu à faire un espionnage très complexe. Quand vous parlez des recherches à un scientifique,
Mais il est bavard. Parce que j'ai quand même un certain niveau scientifique qui me permet d'échanger, que ce soit en physique nucléaire ou dans d'autres domaines, suffisamment pour attiser un échange fructueux. C'est comme ça que j'ai ramené quand même le secret qu'ils avaient, les soviétiques, de la fabrication de l'antimatière quand même. C'est l'énergie de demain quand même. L'antidioberyllium, fenêtre au lithium. C'est une pièce qui a été utilisée au CERN à Genève pendant des années. Maintenant, il y a une modification. Et c'est une pièce sur un anneau qui fait 13 km, par exemple, c'est une pièce qui fait 20 cm seulement de longueur sur à peu près 15 de haut. Et j'ai une telle mémoire que j'ai dessiné au millimètre près la lentille en question. Alors, c'est quand même sympathique, j'ai ramené des choses intéressantes. Mais, ce qu'il faut noter, c'est mon passage en Union soviétique. Je me suis rendu compte que les expériences que nous faisions en Union soviétique, c'était des expériences, surtout pour la télépathie comme on l'entend, c'était des influences d'un être humain sur un autre être humain. C'était modifier son comportement, c'était comment faire effraction d'une conscience à une autre conscience, mais de façon brutale. C'est assister, comme à Tomsk que j'ai assisté, à une brisure de cervicale en C1 sur un détenu politique à distance par un sujet psy. Alors, je tiens ce langage maintenant parce que ça a été diffusé. Mais moi, j'ai assisté à cela. Avec un brave sujet psy qui, lui, pensait qu'il allait aider le détenu politique. Alors, ça se passe derrière une glace sans teint. On amène le sujet qui a été préparé. Il a été préparé des mois à l'avance. Pourquoi ? Pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose, quand vous passez un message en hypnose, si ce message viole votre surmoi, votre morale, votre éthique, ce message ne passe pas si directement vous le posez comme ça à la personne. Mais le message va être dérivé, va être pollué en quelque sorte. On va faire des contours qui font que la personne va faire le même acte, mais on aura en amont modifié les choses pour que son inconscient l'accepte. Là, c'est pareil. On a fait travailler ce sujet sur déjà des squelettes qui sont en matière, des fois simplement des autres matières. Ensuite, on l'a fait travailler sur des cadavres à peine refroidis, si je puis dire. Oui, mais c'est ça les soviétiques, hein. Et pour le faire briser. Et on lui a dit qu'il allait aider quelqu'un qui était dans la souffrance. Qu'il fallait aider, le sauver. Alors, il était comme une espèce de cage, de petites pièces, quoi. Il pouvait faire ces mouvements-là à peine. Et je vous explique pourquoi. Il était volontaire en plus. Volontaire, mais il ne savait pas la nature de l'expérience, bien sûr. Il était volontaire. Et je vous expliquerai comment procédaient les soviétiques. Donc il était volontaire, et à un moment donné, le sujet, il a eu au moins presque 1 an et demi d'entraînement. Enfin, d'entraînement, tout ça, pour le mettre à l'aise et tout, parce qu'il est... Voilà, c'est ce que m'ont dit les psychologues qui l'ont entouré. Alors j'ai eu un accès à l'information volontiers, parce que nous savons maintenant, pour diverses raisons, nous savons maintenant que les soviétiques savaient que j'étais un agent de la CIA. Donc ils me présentaient des choses toujours, quand je les ramenais aux Américains, les Américains, et ils avaient du retard, les Américains, dans ce domaine, hein, par rapport aux soviétiques. Enfin, je passe, mais ça m'a fait drôle de savoir qu'involontairement j'étais agent double quand même, ça fait drôle, hein. Bon, passons, c'est comme ça, je vous le dis, hein. Vous êtes dans la confidence maintenant, confidence qui n'est plus une confidence. Et donc, ce sujet, tout d'un coup, il agit et on voit le détenu politique qui s'écroule. Tétraplégique. Alors, pourquoi on trouvait des sujets ? Les soviétiques étaient très malins. Quand ils faisaient des expériences sur des détenus politiques, ils les extirpaient du goulag en question. Donc, et puis il y en a qui étaient libérés. Ils ont dit, bon, si vous acceptez les expériences, donc il y a des expériences où le type, il revenait dans le goulag, il prenait ses bagages, il était libéré. Alors après, ils avaient des volontaires, oui, moi je veux faire des expériences. C'était le cas de ce détenu politique. Alors,
Ça, c'est le côté quand même pas très sympathique de la parapsychologie. Et puis l'autre expérience qui m'appartient aussi, j'en prends la liberté de vous exprimer, c'est la transmission de pathologie à distance. Alors, j'étais dans le laboratoire de Krasniachev, à Novosibirsk, avec d'autres sujets. Krasniachev fait des expériences intéressantes de transmission, je ne voudrais pas être trop abscon quand même, des expériences de transmission par la lumière de pathologie. C'est-à-dire dans des bocaux étanches, il y avait un fond en quartz, et quand on introduisait un virus dans la partie supérieure du bocal, alors que l'autre bocal en dessous était étanche, hein, il n'y avait que le quartz qui pouvait transmettre par la lumière quelque chose, une information. Et 36 heures, 48 heures maximum, nous avions les effets du virus qui se transmettait à la partie du bocal inférieur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'était un embryon que nous prenions, un embryon de poulet. Mais l'embryon de poulet, c'était le même embryon, c'est-à-dire qu'on le coupait en deux, mais de la même origine, très important. Autrement dit, il y a une communication de l'information à travers un tissu commun. C'est fondamental ce que je vous dis là. Ça peut être intéressant ensuite, quand j'en parle dans les stages, de guérison spontanée de rémission. Cette histoire de continuum entre l'information des cellules. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces expériences, nous avions toujours des gens du KGB ou du GRU, si c'est un milieu militaire. Pourquoi? Attention, les gens du KGB qui étaient présents, c'était pas des brutes avinés, hein, avec un Kalachnikov aux côtés. C'était comme la DGSE ici. Il y avait des langues orientales, c'était des gens, des scientifiques eux-mêmes. Mais ils étaient chargés de surveiller les travaux des scientifiques pour savoir si on pouvait extraire quelque chose d'utile comme instrument de pouvoir, toujours. Vous savez, la parapsychologie a été étudiée d'abord par des militaires et des politiques, comme je vous l'ai dit au début de mon propos. Mais très longtemps, il y a une revue interne des armées qui est parue en 1916, l'armée française, où on dit mais il faudrait étudier la télépathie et peut-être aussi est-ce qu'on peut s'en servir à l'influence. J'ai mis des extraits dans de mes ouvrages, de ce facsimilé de ce texte. Donc, ça a toujours été, mais toute innovation de l'homme, et là, ça rejoint un peu ce que disait notre amie Marie-France ce matin, c'est ce démon qu'a l'homme en lui. Toute innovation, voilà, la fission nucléaire, ben ça a été la bombe atomique, ça a été ci, ça a été là. Hein. Donc les virus, ça a été les armes chimiques, il y a toujours cette notion de pouvoir, de domination. Et la parapsychologie a toujours été dénigrée par les États. Et je rejoins le langage de notre ami Jacques Collin, elle a toujours été dénigrée par les États, parce que pour dire non, le peuple, mais non, c'est des charlots, Girard, c'est un escroc, c'est un charlatan, voyons. Même si j'ai mes travaux à l'Académie des sciences sur ce sujet, c'est quand même rare dans notre beau pays. Mais voilà. Par contre, le travail, moi j'ai travaillé en cellule restreinte, on peut le dire, hein, puisque je vais le publier en prochain livre, avec Mitterrand et Charles Hernu. J'ai un courrier de Charles Hernu qui me félicite pour un petit travail que j'ai fait. Voilà. Donc là, je vous montrerai peut-être des facsimilés de trucs, mais c'est pas très important. De la défense nationale, d'un amiral. L'amiral, c'est le plus haut grade de l'armée. Hein, qui me confie une mission. Bon, j'ai eu un rôle particulier, mais parce que j'étais sujet psy, parce que je faisais des choses que personne d'autre peut faire. Mais ça a été l'utilisation, au lieu de continuer des recherches qui sont plus pacifiques et tout, et dire, bon, il y a un côté défense, ben oui, travailler pour nous, défense, et puis il y a un côté, on va faire des recherches plus civiles, plus privées. Voilà. Alors, donc, ces transmissions de maladies, je continue, c'est beaucoup en dessous. Il y avait ces officiers du KGB qui étaient là, et puis un coup, il y avait il y a Sergueïev, qui était aussi un jeune parapsychologue, et puis il dit à Krasniachev, demandez à Jean-Pierre et puis à Sergueïev d'essayer, au lieu que ce soit un virus, d'agir sur le bocal, sur la partie supérieure du bocal. Sergueïev, qui n'avait aucune connaissance en histologie, en biologie, tout ça, dans les 5 minutes qu'on suivit,
oh, une espèce de tache qui apparaît au-dessus du tissu, mais par rapport au virus, le Coxsackie A13, qu'on avait mis pour les autres expériences, la tache apparaît immédiatement en dessous, immédiatement. La communication est immédiate. Mais moi, avec les connaissances et là, ça m'a diminué mes capacités. J'étais trop dans le mental pour faire ce phénomène. J'y suis réussi, bien sûr, mais une demi-heure après seulement. Une demi-heure après. Qu'a fait l'agent du KGB? Il a dit, bon, vos bocaux là c'est sympa, transmission par la lumière, ok, vous êtes gentil. Vous dévissez le bocal, celui du dessous, on prend la Tatra, je ne sais pas quelle voiture à l'époque, et puis on va 13 ou 14 km de là. Et puis on va faire travailler le sujet psy sur le bocal supérieur. Vous imaginez la suite, chers amis? À 13 km, mais là c'est plus à point de kilomètres, ça peut être à 1000, à 2000 km, instantanément, la pathologie sur le tissu qui est éloigné, la même pathologie, voilà, sans contact physique que celui de ce qu'on appelle l'information. C'est le corrélat des particules, voilà, c'est le paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen, l'inséparabilité de l'information des particules. C'est fou, cette histoire. Alors, lorsque j'y suis retourné dans les dernières années, en 1988, fin 88, je suis retourné à Novosibirsk. Je suis retourné plusieurs fois entre-temps. Hein. On a fait d'autres expériences. Et dans d'autres labos. Et à Akademgorod également. J'ai eu l'honneur d'être reçu à Akademgorod, la cité des savants. Et là, je me suis aperçu qu'on avait mis au point des biopsies sauvages. Il y avait des bagues à effraction tissulaire. Des bagues en bec de perroquet inversées, avec une petite couche de xylocaïne, mais qui était symbolique pour avoir un effet antalgique. Et là, dans les ambassades, par exemple, les premiers essais dans les ambassades, on serrait la main de quelqu'un, on la retirait, et puis tout à coup, la personne sentait une piqûre. On avait un morceau de tissu de la personne. Alors, c'était quoi les personnes qui étaient en général qui faisaient l'objet de biopsies sauvages? Ben, c'est tout simplement des gens qui étaient des verrous au niveau du marché de l'armement. Vous savez que les soviétiques, à l'époque, ils vendaient quand même des armes aussi dans les pays du bloc, en Chine et tout, etc. Mais c'était quand même des vendeurs en sous-main pour générer des révolutions dans certains pays d'Afrique et tout, etc. Et puis des fois, c'est les Américains qui remportaient les marchés. Donc, il fallait, dans des réunions d'ambassade, il y a eu des morts comme ça, où le médecin légiste a été incapable de déceler. Pourquoi? Quand on prenait ce tissu, on le mettait en culture, et dans l'ambassade, il y avait un petit récipient spécialement adapté, avec un milieu de culture approprié, pour pouvoir le transporter. Parce que c'est de la biologie de haute volée, ça ne marchait pas 100%. Mais quand ça marchait, c'était redoutable. Et là, à ce moment-là, on agissait sur ce tissu, mais même à des milliers de kilomètres, et on a des gens comme ça, qui ont eu des pathologies incompréhensibles ou même qui décédaient. Alors, vous voyez, c'est le côté pas forcément sympathique de la parapsychologie. Un jour, je suis invité à... Alors, heureusement que mon parcours n'est pas jonché que de cela. Hein. Donc, vous comprenez bien que le sujet est focalisé aujourd'hui. Hein. Voilà. Comment? C'est mesquin, ça. Je trouve ça très mesquin. Très mesquin. Peut-être des images. Je voulais vous passer plein d'images, mais vous ne les aurez pas, puis c'est tout, puisque monsieur fait la censure. Oh, que c'est vilain. Oh, c'est vilain. Bon, c'est pas grave, vous savez, j'ai essayé de m'exprimer de façon à ce que vous imaginiez assez le... Un jour, je suis invité, lors de mes périples, à l'hôpital Ganouchkine à Moscou, en avril 92. Alors, non, 92, 82. Je perds mes boulons. Excusez-moi, grand âge, 75 balais. Alors, je suis invité et on m'invite à faire une expérience de modification du rythme cardiaque chez un sujet qui est dans un pavillon voisin, dans une cage de Faraday. Alors, j'avais repoussé cette expérience. Pourquoi? Parce que il y avait deux scientifiques qui s'étaient amusés à cet exercice.
Kaminsky et Speransky, qui s'étaient amusés à cet exercice, deux jeunes scientifiques. Et il y a Speransky, il a fait éloigner donc dans une pièce séparée Kaminsky. Et au fond, il a augmenté le rythme cardiaque. Mais l'autre est mort. Il devait avoir les coronaires pas terribles. Il est mort, brutalement. Infarctus du myocarde, boum, mort. J'avais appris ça et on m'a demandé ça, mais plusieurs mois après, de faire cette expérience. Je l'avais toujours repoussé parce que je disais attention, nos amis Popov sont bien sympathiques, mais j'ai tout été reçu magnifiquement d'ailleurs chez eux. Mais j'étais craintif. Alors, pavillon voisin, cage de Faraday. Dans l'autre pavillon, il y avait un écran donc de vidéo et on pouvait voir le sujet de dos. Donc, dans un siège un peu comme un condamné à mort, avec des fils qui passaient partout, donc des électromyographes, GSK, Galvanic Skin Response, électroencéphalo, enfin bref, pour avoir tous ces examens physiologiques du sujet. Et alors, au début, je fais ce qu'on appelle dans notre jargon, en parapsychologie, du psy-missing. C'est-à-dire, au lieu de créer une tachycardie paroxystique, je crée une bradycardie. Je ralentis le cœur se ralentit. 50, 45, voilà, 35, stop, on me dit stop, parce qu'après le cerveau, il va manquer un petit peu de stop. Et puis Adrien Mkin, puisque m'a fait l'honneur d'assister à l'expérience de l'Académie des sciences, il m'a dit non, Jean-Pierre, détendez-vous, c'est bien. Et on considère, même si j'ai fait l'effet inverse en parapsychologie, on considère que j'ai fait un effet paranormal. Mais ce n'est pas l'effet souhaité. Alors je me ressaisis et là je commence à mieux maîtriser et j'augmente le rythme cardiaque, voilà, tranquillement, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est monté plus, mais 160, je vois par l'écran, donc on voit le sujet qui se lève et qui tombe. Alors évidemment on le pacifie, évidemment, l'écran. Et on me rassure, on me dit non, pas d'inquiétude. Évidemment, on avait prévu un service de réanimation et tout, etc., etc. Il n'empêche que j'ai toujours des doutes et n'oubliez pas que nous utilisons encore un terme aujourd'hui qui s'appelle être roublard. Et roublard, c'est bien le russe quand même. Donc, voilà. Alors, j'espère, mes amis, j'ai pas trop plombé quand même l'atmosphère. Je voulais vous passer encore plein de documents, des facsimilés du ministère et tout, mais je pense que vous croyez tout à fait ce que je vous dis. Je voulais plutôt vous raconter des anecdotes vécues plutôt que des lettres de chargé de mission qui auraient renforcé mon propos, mais vous les verrez dans mon prochain livre et il y a des révélations qui risquent de peut-être me mettre dans une position devant un tribunal militaire, peut-être, j'en sais rien, mais à mon âge, je m'en fiche complètement. Voilà. Des questions, vous n'avez pas le temps d'en poser, grâce à la dictature de notre ami. Alors, je vais vous dire que peut-être que mon rôle maintenant, peut-être depuis des années, c'est de donner un aspect positif à la parapsychologie. Les ouvrages que j'écris, qui sont vraiment... Ils sont bien, puisque c'est moi qui les ai écrits, évidemment. Hein. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais c'est des pavés de 700, 800 pages, 900 pages, parce que c'est des recueils pratiques. Mais les gens qui sont un peu scientifiques, ils ont les théories scientifiques à la fin, alors là, c'est du lourd. Mais surtout, il y a l'aspect pratique et tout, qui intéresse. Et je fais des stages, surtout. Je fais des stages, et là, c'est qu'à mon bonheur, depuis une vingtaine d'années, je fais des stages. Je peux assurer que là, les gens voient que dans la vie de tous les jours, ils peuvent utiliser la parapsychologie. Ils savent qu'avec une photo, par exemple, ce qu'on appelle la psychométrie dans notre jargon, ils peuvent aider la grand-mère qui souffre. Et on peut comprendre pourquoi il y a des guérisseurs qui travaillent avec des photos. Je prends l'exemple de ça, de la psychométrie, mais il y a d'autres exemples en parapsychologie qui peuvent vous être utiles. Pourquoi mon message y passe? Parce que ça part d'une explication scientifique simple. Hein. On n'est pas là pour faire des cours de physique ou de physique quantique ou autre, mais j'explique pourquoi, quand on a une photo, on peut communiquer avec les consciences disparues, parce que j'explique par ailleurs que la conscience est non locale, comme le téléviseur, hein, les ondes qui arrivent dans la télévision, c'est pas le téléviseur qui contient les émissions de télévision. C'est des ondes qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, et le téléviseur va gérer. Notre cerveau, c'est pareil. Donc là, quand il meurt, le cerveau, la conscience, notre conscience, en tant qu'entité de conscience,
Elle va, c'est pas à moi de vous dire où elle va, je n'en sais fiche rien, c'est vos croyances peut-être qui la situent. Donc, ça veut dire par là que la parapsychologie a de beaux jours devant elle. Je suis un acteur modeste, ça paraît pas, mais si je suis modeste, ouais, papillon, et je suis modeste, mais pour dire, attendez, il y a des choses merveilleuses à attendre. Et quand les courriels que je reçois après les stages, je l'ai fait lire à ma chérie, elle m'a dit, non, attends, c'est formidable. Et je suis encouragé à continuer. J'espère continuer encore très 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 longtemps, chers amis. Mon prochain stage est à Nîmes, et il n'était pas prévu, ça fait 15 jours, que ça a été décidé avec quelqu'un qui m'a dit, ah, Jean-Pierre, venez faire un stage chez nous. C'est souvent maintenant comme ça que ça se passe. C'est des gens privés qui me disent, allez, venez faire un stage chez nous, on va vous trouver 15 personnes minimum, c'est bon. Il y a 20 personnes pour le stage de Nîmes, on en est déjà plus d'une dizaine, alors que je l'ai mis il y a que quelques jours sur mon site. Regardez mon site, regardez le programme. Je suis en association loi 1901, c'est-à-dire que tout ce que je gagne, que ce soit les ouvrages, que ce soit les stages, que j'essaye, n'ont pas changé de prix depuis 98. Vous voyez, je parle de Belge couramment. 1998. Mais pourquoi? Parce que je veux que les gens puissent accéder à 180 € à stage de 2 jours avec le révérend Girard, quand même. Mes amis, vous avez été chéris, personne ne s'est endormi, ça c'est miracle.